Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, bien sûr. Vous allez vous dire, mais Sylvain, c'est un coquin, il nous a pas dit que ça revenait le projet 500. Et forcément, qui sponsorise le projet 500 NordVPN, ils sont là. Ils étaient là avant, ils ont toujours été sociaux. Ils sont là, ils rôdent dans les parages. Attention, attention, hein. On va pas te faire avoir, hein. Je me rends compte que je deviens complètement ça que je suis devenu fou. Il y a des voix dans ma tête, il y a des gens qui me parlent. Qu'est-ce que vous êtes censé faire lorsque vous devenez fou? NordVPN. De toute façon, c'est pas compliqué, NordVPN, c'est la réponse à tout. Fatigué, teint de peau un peu terre, NordVPN. Vous avez faim? Tu manges un NordVPN, ça part. Non, c'est pas du tout ça le brief. Pardon, excusez-moi, alors. Si vous avez besoin de changer votre adresse IP pour profiter de services avantageux, peu importe où vous êtes dans le monde, NordVPN. Accéder à Netflix ou Disney Plus depuis d'autres pays au catalogue bien plus fourni en gardant les voix françaises. Accéder aux différents programmes sportifs directement sur la télé belge, c'est grâce à NordVPN. Et avec NordVPN, c'est jusqu'à 10 appareils en simultané pour en profiter en famille. Avec NordVPN, c'est aussi la protection anti-menace qui reste active même sans la connexion VPN. NordVPN vous permet également de bloquer les publicités intrusives pour fluidifier votre navigation. Et avec le lien en description, c'est 4 mois d'abonnement supplémentaire pour tout abonnement de 2 ans. NordVPN, ça vous... Attention! Attention! Y a pas de menace. En fait, y a pas de menace. C'est un placement de produit, c'est le début de la vidéo, c'est le projet 500, faut que ça pète. Et y a pas de menace. Merci à NordVPN pour leur soutien depuis toutes ces années et bonne vidéo! Oui, Sylvain, on n'a pas de nouvelles du projet 500. Sylvain, ça fait super longtemps que tu nous as pas parlé de la Xantia. Sylvain, on sait pas si ça avance. J'ai compris, on va parler de la Xantia aujourd'hui. Et ça a un peu avancé. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier point d'avancement du projet 500. J'avais très envie qu'on en reparle pour la simple et bonne raison que ça avançait de fou. Alors, d'un côté, je peux pas vous dire que c'est fini, pour une raison assez évidente qu'il en manque beaucoup de morceaux. Mais de l'autre, la structure de la voiture est complètement terminée. C'est-à-dire que, littéralement, c'est un puzzle où il nous manque juste des pièces. Je schématise un peu, mais dans l'idée, on a déjà toute la structure. Il suffit juste d'assembler et ensuite c'est fait. Alors, je dis il suffit juste dans le sens où c'est pas moi qui fais l'assemblage. Mais dans l'idée, on est pas mal. Et le premier point qu'on va voir ensemble aujourd'hui, je pense le plus important, c'est le moteur. Parce qu'il faut juste que je vous montre une chose, mais cette Xantia que vous avez sous les yeux a déjà un V8 sous le capot. Je vous ai fait des petites surprises aussi quand même. Le travail qui a été réalisé les derniers mois est principalement en termes d'encombrement, parce que je vais pas vous apprendre que mettre un V8 sous le capot d'une voiture qui est pas fait pour, normalement c'est un peu compliqué. Mais on a trouvé une solution. Les deux points principaux à voir sous le capot de la Xantia actuellement, c'est déjà premièrement le V8, puisque oui, je peux vous le confirmer, un V8 ça rentre sous le capot d'une Xantia, et deux, le berceau. Le berceau, c'est les deux tubes noirs que vous avez ici, qui vient directement d'une Corvette C6 Grand Sport, et qui a été fusionné avec l'avant de la Xantia pour recevoir le V8. On a eu plusieurs difficultés sous le capot de la Xantia. Déjà, vous remarquerez qu'en termes de pneus, on est passé sur une monte un peu supérieure par rapport à ce qui était au début, ce qui veut dire que le moteur a dû être déporté plus en arrière pour pouvoir faire en sorte que ça rentre. Et ce qui nous a manqué pour intégrer le V8 de façon fiable, c'est un berceau. C'est pour ça qu'on est parti d'un berceau déjà existant d'une Corvette, comme ça au moins on a la base. Ce V8 que vous avez sous les yeux est un V8 6 litres 2 qui fait un peu plus de 400 chevaux, qui n'est pas le moteur qui va rester. C'est un peu fou à dire, mais ce moteur-là que vous avez sous les yeux ne sert juste que pour le gabarit. On a sélectionné ce bloc en particulier puisque le moteur qu'on va recevoir des États-Unis, qui est en retard, on y revient juste après, a en fait le même encombrement. Dans l'idée, quand on va démonter celui-là, en théorie, on peut remettre le nouveau moteur exactement au même endroit. C'est littéralement, tu dévisses, tu remplaces, tu revisses, c'est fait. Et c'est pour ça qu'on a passé un temps de fou à l'avant pour que le moteur soit structurellement intégré. Et même si là, actuellement, je suis en train de vous présenter le moteur qui n'est pas celui qui reste avec un berceau qui n'est pas celui qui reste, dans les faits, ça a déjà pris plus d'une centaine d'heures de travail juste pour savoir où le mettre. Je suis pas mécano. Je pense que vous avez vu que c'est une bonne chose que je sois pas mécano. Là, il y a 2 vis à enlever. Tu sors, tu mets, c'est fini. Bon, un peu plus. Ce travail d'emplacement a aussi été primordial par rapport à la colonne de direction qui du coup est décalée et aussi les trains roulants qui, encore une fois, ne sont pas ceux qui vont rester. L'autre point important à remarquer quand on regarde sous le capot de la Xantia, c'est la place qui nous reste. Il nous reste une place de fou furieux. Et là, vous pouvez vous dire, mais Sylvain, pourquoi le V8, vous l'avez pas mis ici? Parce que ça va être rempli. On est parti d'une base de V8 américain. Alors vous allez encore me dire, Sylvain, pourquoi t'as pas pris un 2JZ? Sylvain, pourquoi t'as pas pris un RB26? C'est des moteurs qui sont trop petits pour ce projet
projet 500, nous avons pour objectif de sortir 2000 chevaux minimum. T'imagines que 1000 chevaux, ce qui est déjà énorme dans une voiture, je vous rappelle que les hypercars sortent 1000 chevaux, c'est la moitié de notre objectif. Et le problème de cet objectif de performance énorme, c'est que ça limite énormément notre choix de moteur. Naturellement, ça va exclure tous les blocs qui sont trop petits. Par exemple, les 2JZ et RB26, c'est des blocs qui de base font autour de 3 litres de cylindrée. Et l'autre point, c'est qu'on va garder un bloc qui est en position avant, parce que j'ai vraiment envie que dans ce projet, on garde une voiture qui est encore la gueule d'une Xantia. Si on met le moteur à l'arrière, le problème c'est que la voiture va vraiment changer de forme et pour le coup, visuellement, ça sera plus une Xantia. Donc, pour garder la gueule de la Xantia, on doit garder le moteur à l'avant. Ce qui exclut les moteurs en position arrière, comme les moteurs de Porsche ou d'Huracan par exemple, qui oui, sont préparables lourdement, mais qui sont dans des configurations qui nous vont pas. Donc je résume ce qu'il nous faut pour le moteur. Il nous faut un bloc fiable, compact, si possible pas cher, ça m'arrange, et qui soit directement modifiable en position avant. V8 américain. Et pour notre moteur final, on a fait appel à une entreprise américaine qui s'appelle Nelson Racing Engines. Littéralement les moteurs de course de Nelson. Après, ils sont super les moteurs. Personnellement, j'ai adoré le cahier des charges qu'on a donné à Nelson puisqu'on lui a dit cylindrée illimitée, 2000 chevaux minimum. Fin du cahier des charges. Étonnamment, il s'est pas étouffé quand on lui a envoyé ça et la seule chose qu'il a demandé, c'est de la place. Donc c'est pour ça que le V8 est super loin. Tout l'espacement que vous voyez à l'avant ici, l'énorme trou, sera occupé par 2 turbos et 2 intercooleurs. Pardon, je vous le refais avec les signes, 2 turbos et 2 intercooleurs. Là. Et ce qui va se passer pour le moteur de la Xantia, c'est qu'ils vont prendre la base d'un V8 6 litres 2, qui est une base qui s'adapte partout. À cette base-là, ils vont intégralement le vider pour le remplacer avec des pièces performance et surtout, il va un peu augmenter en taille à l'intérieur. Ça fait un choc, hein. Moi aussi, j'étais très content d'apprendre ça, mais on va avoir un bloc de 10 litres de cylindrée. Et en même temps, ça se comprend, puisqu'en général, pour qu'un moteur soit fiable, on évite de dépasser les 200 chevaux par litre de cylindrée. Donc 10 litres de cylindrée, 2000 chevaux. Alors, pour être totalement transparent avec vous, j'aurais adoré vous présenter le moteur aujourd'hui, même si il est en retard, bien sûr, et nous l'attendons depuis le 8 décembre. Aujourd'hui, on est le 28 janvier. Écoutez, pas de traces. On cherche. Non. Moi, je m'inquiète pas. Pour l'instant, 2 mois de retard par rapport à ce qu'on a déjà vu, c'est pas non plus... Disons que si c'est le prix à payer pour être sûr que le moteur sorte bien les 2000 chevaux, ça me va. Pour être 100% transparent avec vous, il est même pas envoyé. C'est-à-dire qu'il est... Et maintenant qu'on a parlé du moteur, l'autre point qui est déterminant, c'est le kit carrosserie. On a envoyé des cahiers des charges à tous les fournisseurs qui sont très précis. Et on a fait des scans 3D d'absolument tout. Malgré tout, avec l'expérience qu'on a pris aujourd'hui, on sait très bien que ça rentre pas au centimètre prévu. Ce qui veut dire que même si sur le papier actuellement tout rentre en l'état, dans les faits, on sait très bien qu'il va sûrement falloir faire des modifs. Et que s'il n'y a pas de modifs à faire, ce serait une très bonne surprise. Mais il faut quand même pas compter dessus. Ce qui nous amène au retard au niveau du kit carrosserie, puisqu'on veut faire le kit carrosserie seulement quand on aura reçu le moteur. Parce qu'on voit arriver la boulette, on va faire le kit carrosserie pile poil comme il faut, on va mettre le moteur, on va se rendre compte que ça rentre pas, il va falloir tout modifier, ça va reprendre 6 mois de retard. Et l'autre point qui nous ralentit au niveau du kit carrosserie, c'est notamment la modification au niveau du toit. Si vous vous posez la question pourquoi le toit il a été vidé comme ça alors que normalement on n'a pas y touché, la voiture on va enlever le toit. Alors, faut que je vous explique. À la base, on a fait tous nos calculs en partant du principe qu'on gardait le toit en place. Alors oui, on va pas faire un cabriolet, c'est pas ce que je vous dis, mais dans l'idée, on ne touchait pas à la forme du toit, puisque la forme du toit nous allait bien. Mais on a vraiment très envie de sécuriser le 500 km/h. Et même si on s'est laissé la marge de ne pas le faire pour des raisons de sécurité, disons qu'on aimerait bien quand même que ça le fasse. Donc il faudrait qu'on prenne des marges à d'autres endroits. Et à un moment, quand on a fait les calculs en soufflerie, on s'est dit mais est-ce qu'on pourrait pas baisser le toit? Je vous rappelle qu'à la base, on part d'une Xantia. Et l'objectif de la Xantia, c'est pas de prendre 500 km/h, c'est de rentrer 4 personnes, même si elles sont grandes. Donc c'est pour ça que le toit, il est un poil haut pour ce qu'on veut faire. Et c'est pour cette raison que nous avons pris la décision de top shop la voiture. En français, on va rabaisser le toit. Le montant du pare-brise, il arrive ici. Dans l'idée, il faudrait qu'il arrive là. Ça fait 10 bons centimètres à gagner à peu près. Rabaisser le toit va quand même demander un petit boulot puisque dans les faits, ce n'est pas juste couper le toit et le baisser. Parce que si on fait ça, ça va être super moche. Et l'idée, c'est que la Xantia, elle ait un peu de la gueule aussi. Donc dans les faits, on va baisser le toit mais aussi réadapter les angles pour faire en sorte que la voiture garde la ligne de la Xantia. C'est juste qu'elle va avoir une gueule encore plus profilée. De ce que j'ai compris de la part du carrossier, à l'avant, c'est pas si compliqué. À l'arrière, vu que c'est un haillon, c'est chiant. Par rapport au fait que tous les angles que vous voyez ici, tout ça, faut le modifier. Et bien sûr, les vitrages vont tous sauter. Sur Vinted.
littéralement. Au niveau du kit carrosserie, on va avoir principalement deux points importants qui vont vraiment déterminer l'esthétique de la voiture, avec le premier qui sera une dérive. C'est un élément qu'on retrouve pas mal sur des Koenigsegg ou des Bugatti par exemple, parce que ça aide à garder en stabilité à haute vitesse, et cet élément, il est primordial. Alors oui, ça sera peut-être pas ultra esthétique, mais dans les faits, si vous voulez pas que je le foute en l'air, c'est obligatoire. C'est plus de la négo à ce niveau-là, c'est comme ça. Donc là, faut vraiment s'imaginer que la Xantia, elle va avoir une sorte de dérive centrale qui va aller jusqu'au bout, et justement, c'est le deuxième point. Ça, c'est beaucoup trop court. Vous avez jamais entendu parler des voitures au Mans qu'on appelle long tail, genre les McLaren long tail. En français, la queue longue. On va en avoir une. Et si vous vous posiez la question pourquoi les constructeurs font ce genre de choses, c'est parce qu'on va prendre beaucoup de vitesse. La stabilité aérodynamique à haute vitesse, elle se fait surtout sur l'arrière du véhicule. C'est ça qui pose la voiture à l'arrière et qui aide les pneus à faire pression au sol pour passer la puissance. Ce qui fait que la Xantia actuellement fait environ 4,50 m. La future Xantia va faire 5,13 m. On va quand même gagner 63 cm. Avantage, on sera super stable à haute vitesse. Inconvénient pour se stationner dans Paris, plus pénible. Je profite d'être à l'arrière pour vous parler du choix de transmission puisque pour ce projet 500, on avait plusieurs options. Lorsque vous motorisez une voiture, vous pouvez passer la puissance par les roues que vous voulez. Soit c'est à l'avant, soit c'est à l'arrière, soit c'est les deux. Et ça devient une 4 roues motrices. De base, la Xantia, c'est une traction, ce qui est super pour plein de points. C'est compact, c'est économique et c'est surtout très sûr à conduire. Mais une Xantia de base, ça fait un peu plus de 100 chevaux, pas 2000. Et le problème qu'on a avec les tractions puissantes, c'est qu'en général, ça marche pas. Les roues avant ont beaucoup de mal à gérer la direction et la puissance en même temps. Et le problème qu'on a eu, c'est que si on met 2000 chevaux sur les roues avant, il y a un monde où ça burn tout le temps. Et le problème de choisir le train avant, c'est que tu peux même pas élargir les pneus avant, puisqu'au bout d'un moment, ça rentre juste plus sous le capot. Donc on a été obligé de réfléchir à d'autres solutions, notamment les 4 roues motrices. Pour ce genre de grosse puissance, 4 roues motrices, c'est idéal sur certains points, notamment le fait que tu peux mettre pied dedans dès le début et que la voiture va être vraiment stable. Mais c'est pas vraiment très efficace. C'est techniquement très compliqué, très cher et surtout, ça bouffe énormément de puissance. Vu qu'on sait pas encore où on va faire le record, on est toujours dans l'idée d'avoir une place réduite. Et dans l'idée, il faut qu'on ait une voiture qui soit la plus performante possible. Et la solution, c'est une voiture propulsion. Inconvénient, ça va peut-être burner un peu. Alors, on a vraiment fait les calculs de démultiplication et d'adhérence au sol. Et dans l'idée, par rapport à ce qu'on a là, je ne pourrais pas mettre pied dedans avant 300 km/h. C'est pas possible, sinon ça burn. Donc là, on aura le potentiel de burner jusqu'à 300. Et à partir de 300, tu peux mettre pied dedans stable. Je sais pas, à un moment, j'ai pas besoin de tout commenter non plus, vous avez compris. Exactement comme à l'avant, la boîte de vitesse que vous voyez ici ne sera pas la boîte de vitesse qui va rester sur la voiture finale. C'est juste pour le gabarit et pour voir comment ça rentre. Contrairement au multiplaque utilisé une boîte de vitesse de série qui avait été modifiée pour encaisser la puissance, cette fois-ci par rapport aux contraintes, on est parti d'une boîte de vitesse qui est sur mesure. On aura 6 rapports séquentiels au levier avec un robot pour pouvoir le commander au volant. Alors ça a été une discussion, je vais vous la raconter, mais en gros, à la base, la boîte de vitesse qu'on a achetée, c'est une boîte qui se commande au levier comme ça. Mais William, le boss de W Autosport, il a pas voulu parce qu'il voulait pas que j'enlève ma main du volant pendant qu'on a 500 pour des raisons de sécurité. Donc on a demandé à un autre fournisseur de nous robotiser la boîte séquentielle pour faire en sorte que je l'ai aux palettes. Donc c'est une boîte séquentielle robotisée mais avec un robot qui fait juste le mouvement à ma place pour que je garde les deux mains sur le volant. On a vu le moteur, le kit carrosserie, la transmission. Le dernier point qui nous manque, c'est le châssis, puisqu'encore une fois, ce que vous voyez actuellement à l'écran ne restera pas sur la version finale. Le châssis, c'est d'ailleurs peut-être le point qui sera le plus lourdement modifié sur la Xantia, puisque en l'état, la voiture est incapable d'attraper les 500 km/h, sans exploser en morceaux, je veux dire. Maintenant, tout ce qui est au niveau des suspensions, oui, je vais vous le dire, nous ne gardons pas les suspensions hydropneumatiques de la Xantia, je suis désolé, c'est techniquement pas possible. Ce qui faisait le charme des Citroën à l'ancienne, c'est notamment les suspensions hydropneumatiques. L'idée, c'est que Citroën, à un moment, a pété un boulon en faisant un système que tu retrouvais nulle part ailleurs et qui était bien. Pour une voiture de tous les jours pour partir en vacances, si elle prend pas un Dodan à 170, franchement c'est bien. Mais ce système de suspension hydropneumatique, il a été fait pour être confortable, pas performant. Vu qu'il n'y a jamais existé de voiture très performante avec des suspensions hydropneumatiques, on n'a pas de base sur laquelle travailler et donc on ne peut pas améliorer cette voiture. Tu as eu une tentative en suspension hydropneumatique de sport et ça a été la BX4TC. La voiture au maximum a fait 6ème une fois. Le reste du temps c'était en panne. Donc c'est pas l'objectif. Et c'est pour ça que je disais que le châssis c'est
finalement le point le plus critique. Et en même temps, ça se comprend par rapport au fait que je vais prendre 500 km/h, mais on ne garde rien. Pneus, freins, suspension, train roulant, tout va être modifié par du lourd. Et maintenant qu'on a fait globalement le tour de la voiture, il nous reste le dernier point, l'intérieur. Autant il y a plein de points où je vous dis que c'est en train de changer et qu'on va modifier par plein d'éléments, l'intérieur c'est le même. On va garder les sièges d'origine, les moquettes d'origine, les contreportes d'origine et surtout le tableau de bord d'origine fonctionnel. Je sais que dit comme ça, c'est un peu rigolo. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais on va garder l'intégralité de ce tableau de bord fonctionnel comme à l'origine. Tous les boutons vont marcher, les compteurs vont marcher en indiquant les bonnes informations. Ça sera un intérieur de Xantia. Forcément, la position de conduite a été un peu déplacée par rapport au fait que le V8 a reculé, mais dans l'ensemble, je trouve qu'on va garder un intérieur qui sera très très proche de celui d'origine, et j'en suis ravi. Et c'est là où le projet va se distinguer de celui du multiplat, qui était le multiplat le plus sportif du monde. On sortait vraiment de l'esprit multiplat. Là, on va garder une super Xantia. L'idée, c'est un peu de faire, par exemple, comme ce qu'a fait Renault dans les années 2000 avec la Clio V6. Ils ont mis un énorme V6 à l'arrière en propulsion pour en faire une voiture super performante, mais dans l'ensemble, ça reste une Clio, c'est ça l'esprit. Là, on aura une Xantia V8. Imaginez, on est dans une timeline différente où Citroën a pété un boulon en 2000. Ça sera cette voiture. Alors avant de vous quitter... C'est le jour des 500 qu'il faudrait me dire ça. Avant de vous quitter, déjà, tu sais que je vais partir avec un testament. Qu'est-ce qu'on se dira pour se dire au revoir? Je reviens. J'en dépense 5 minutes. Ou je dis quoi? Je dis je pars acheter des clopes et je reviens jamais, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils font les gens qui font des records? Félix Baumgartner, il a dit quoi avant de monter en l'air là-bas? Est-ce que tu dis rien? Est-ce que tu fais un discours de fin? Mais ça peut porter le mauvais œil de faire un discours de fin. Mettez le kombucha au frigo. Squeeze, garde-moi du kombucha. Avant de finir cette vidéo, je vous donne quelques infos importantes que j'ai relevées avec le garage W Autosport que je trouve vraiment un peu cocasse, mais à 500 km/h, la résistance de l'air sera équivalente à 800 kg. C'est comme si on avait une masse de 800 kg que le pare-choc avant devait pousser. Par rapport à la boîte de vitesse qui a déjà été commandée, je peux vous dire que le rupteur de fond de 6 sera à 535 km/h. On s'est gardé une petite marge déjà pour se dire, avec un peu de blague, on pourra aller chercher plus haut, mais surtout, le fait d'avoir choisi cette vitesse-là pour le rupteur de fond de 6, c'est que du coup, autour de 500, on sera dans la plage maximale de puissance. On sera un peu avant le rupteur. Ça a été calculé comme ça. On aura un régime maximal moteur qui sera autour des 7000 tours minutes, ce qui n'est pas si élevé, mais qui se comprend par rapport au fait que le moteur aura beaucoup d'allonge, parce qu'on a gagné énormément de cylindrée. Donc on a plutôt fait une sorte de moteur de camion. Bon, le camion sport quand même, hein, mais... J'ai un chiffre de performance estimé qui pour l'instant ne veut rien dire évidemment, mais qui m'a un peu fait rire. 0 à 300 en moins de 10 secondes. Déjà, tu sais que je vais partir avec un testament. En théorie, c'est plus performant qu'une Bugatti Chiron 300+, qui a 4 roues motrices. C'est-à-dire que sur les 200 premiers km/h, elle nous met la misère. À partir du moment où on va attraper le grip. Et le dernier point rigolo que j'ai, c'est que par rapport aux mesures que nous avons fait, nous pourrions atteindre les 500 km/h en moins de 3 km. Freinage non inclus. Nous avons un freinage qui serait estimé au frein uniquement à environ 600 mètres. Donc tu as quand même un demi-kilomètre de frein pour arriver à zéro sans parachute, puisque c'est la dernière information rigolote. On se pose la question de mettre un parachute. En fait, on a une vraie question au niveau du parachute, puisque d'un côté, ça serait super utile si, admettons, les freins ne marchent plus. Exemple, tu commences à freiner à 300 km/h, ça explose, il te reste 300 km/h. Et disons que pour des raisons de sécurité, si à l'intérieur de la voiture il y a une petite tirette pour déclencher un parachute, ça peut être pas si mal, surtout que le parachute peut nous diviser la distance de freinage par 2. Mais par contre, ça implique plein de problèmes, notamment déjà la décélération de zinzin. Genre tu fais 500 à 0 en 300 mètres. Donc déjà, est-ce que physiquement je serais capable de l'encaisser? Et 2, le problème qu'on a actuellement avec W Autosport, c'est que personne ne s'est jamais servi d'un parachute de voiture. Et on pense que c'est pas si simple que d'appuyer sur un bouton et de lancer. C'est cool d'avoir un parachute, mais c'est pas pour autant que tu sais t'en servir. Alors peut-être qu'il y a une notice quand il te l'envoie. Et maintenant, je fais quoi? Je le prends, je le vis, je mets 4 boulons et c'est fini. T'imagines la force qui va prendre le truc? Donc d'un côté, on est très content de se dire qu'on peut acheter un parachute parce que c'est un peu cool. De l'autre, c'est pas parce qu'on l'a qu'on sait faire et que c'est pertinent. Si tu veux, je te fais une intro Canal+. Non, Lucas, non. Mais je suis pas Stéphane Bern, merde. On arrive à la fin de ce premier point d'avancement. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que j'ai pensé à tout vous dire. Alors il y a peut-être des points que j'ai oubliés, auquel cas n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on y répondra sur les futures vidéos. Mais normalement, on a passé tout en revue. Le prochain point et la prochaine vidéo du projet 500, ce sera le moteur. Je pense que vous aurez une vidéo dès qu'on aura reçu le moteur. En fait, je pense qu'on n'attendra même pas de le mettre sous le capot, dans le sens où on va le mettre sur un banc, on va le faire craquer et on va voir ce que ça donne d'avoir 2000 chevaux devant le nez. Je pense que ça sera très cool. Point moteur qui sera suivi du point
un kit carrosserie qui, je pense, ne sera pas si long dans le sens où il est déjà quasiment terminé. Il faut juste vérifier que ça passe. Ensuite, on aura le châssis, la transmission, on assemble tout, un coup de peinture, 500 km/h. Bon, voilà. Et je pense qu'on peut se quitter sur un avis peut-être esthétique. La voiture, à mon sens, va reprendre les codes du Concorde. Non mais arrête de rigoler. Faut un peu se projeter, mais tu vois, une sorte de blanc cassé, blanc crème un peu, avec des petites bandes France sur les côtés, les petits sachets à vomi sur les sièges arrière et on est bon. Merci d'avoir regardé ce premier point d'avancement du projet 500. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez un peu plus d'infos sur la direction qu'on va choisir. Pensez à vous abonner pour ne pas louper le deuxième épisode qui, j'espère, arrive le plus tôt possible, le commentaire, le pouce et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis gros bisous. J'ai demandé à garder la boule avec la petite balle de tennis. Et en fait, l'idée, c'était de demander à un tennisman connu de me dédicacer une balle et tu la taillades et tu la plantes. Parce que j'ai envie de partir au camping.